avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Numéro 58 à LFD Le Mag, numéro 58 déjà, pour faire plaisir à mon ami Mato Canada. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée de sport, l'intégralité du sport dauphinois. Et petit changement pour aujourd'hui, notre invité n'est pas venu, un petit souci, mais qui va se régler. Du coup, 40 minutes en notre compagnie. On va se régaler. Et pour ça, j'ai réuni la Dream Team de Barcelone, la fine fourchette, comme on peut dire, en commençant par le plus petit par la taille, Clément Chaussat. Salut Clément. Mais le plus grand par le talent. Voilà, alors tu ferais gaffe parce que ton micro, il ressemble... T'as la bonnette de travers, mon petit Clément. Ce qui est normal puisque tu étais en repos ce week-end, faut-il le rappeler, en repos chez Mamie Dédé, bien entendu. À côté, en face de lui, tiens, on a Quentin Roland pour sa deuxième avec nous. Quentin Roland, l'homme du Pays Voironnais Basket Club, le façonneur de l'Or Mercier. Comment ça va? Salut Hugo, ça va très bien malgré un week-end un peu compliqué côté Voironnais. Ouais, ça a été. On aura le temps parce qu'aujourd'hui on va prendre le temps de parler. On est comme ça, on aime avoir le temps. À côté de toi, un qui aime peut-être un peu trop le temps. Il dort plus de 3 heures par nuit. Valentin Brad, comment ça va Valentin? Très bien, merci. Oui, toi tu as vu encore une défaite, je crois. J'ai vu une défaite de l'US de Pont, c'est vrai, la 7e consécutive, mais j'ai aussi vu une victoire du Gvuc. Mais tu as vu une défaite du FCG aussi. Finalement, tu es un mec de défaite. Ouais, je suis un mec de défaite. Ouais. En face de toi, pour sa première télé, il nous vient de Varassieux, l'ailier qu'on appelait le Jonah Lemoud de la campagne. Maxime Tézier, salut Max. Salut Hugo, Comment ça va? Ouais, ça va. Il était dans les coulisses de LFD depuis le début, et puis là, voilà, il a franchi le gap, comme on l'a mis un petit peu là, le pied à l'étrier. Max, spécialiste, pas grand-chose, mais du coup, t'es sympa. Cuisine, mais il n'y avait pas cuisine ici. Il n'y avait pas cuisine. Allez, du coup, on va enchaîner. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de flash, pas de batterie, pas de perf. On va parler de tous les sports, et on commence du coup par la chronique, puisque c'est la chronique globale de LFD. Et on entame avec le basket, le dossier basket, avec le BCTM. Je me tourne vers toi, mon ami QR, le basket club de la Tronche-Mélan, qui poursuit sa série. Une nouvelle victoire à l'extérieur et une place de deuxième du championnat. Super victoire du BCTM du côté de Brive, 50-69. Vraiment une belle perf pour les joueuses de la Tronche qui confirment leur deuxième place de cette poule et qui se positionnent encore plus pour les playoffs en fin de saison. Et là, il devrait y avoir un match un petit peu important dans quelques semaines, parce qu'ils reçoivent Roanne. Ouais, de Mike Corté. Plus qu'important parce qu'elles sont deuxième actuellement et derrière elle a une victoire seulement. Il y a Roanne, Monaco et l'Asvel et donc elle se déplace à Roanne et en plus il y a un Asvel Monaco dans le même temps. Elles reçoivent Roanne d'ailleurs, mais il y a un Asvel Monaco dans le même temps donc sur la prochaine journée elle va être importante sur ce haut de tableau. Ouais. On en discute après les images ramenées par Sylvain Prévost. Dur, on se prépare pour ça toute semaine. Donc il était comme ça, il était vraiment dur, mais finalement on a gagné. Mais on a gagné juste parce qu'on respectait tout, qu'est-ce qu'on a dit à vestiaire. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous félicitations les deux côtés, même autre équipe, parce que c'est vraiment, il était vraiment bon combat, je pense. Mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Je félicite mon équipe. On respecte tout, donc je suis vraiment content. Il faut continuer comme ça. Alors les lancers francs, je pense que c'est tout long. Par contre, le pourcentage ne doit pas être très très bon. Le début de match, on est tombé dans des travers de rythme du jeu. On s'est laissé imposer leur rythme à elles et du coup, c'est pas notre jeu à nous. Un jeu un peu trop placé qui dure longtemps sur le demi-terrain et c'est des choses qu'on n'aime pas trop. Donc elles nous ont mis en difficulté au début du match. Ouais. Ouais, après, il y a du coup Roanne qui elle aussi confirme sa bonne place, qui vient de battre Orthez.
Donc voilà, on sait que cette poule elle est compliquée, elle sera compliquée du début jusqu'à la fin de la saison et à nous de rien lâcher pour espérer rester à ce niveau-là. La Coupe de France, après il faut chercher la qualif et puis pour prendre un point précieux dans ce championnat, il va falloir gagner encore 2 matchs. Donc voilà, faut faire le job à Lons-le-Saunier, ce qui ne sera pas simple non plus. C'est une bonne équipe de N3, on part à -14 avec une infirmerie pleine. Donc à nous de faire un bon match là-bas pour continuer l'aventure en coupe. Voilà, vous avez entendu Anna Niksic et Clément Sanchez, l'adjoint de Mike Corté. QR, est-ce que le BCTM a de réelles chances de monter? Alors je te demande de parler en toute objectivité, toi le Voironnais. En toute objectivité, il y a déjà 2 choses à mettre en évidence. Il y a montée et play-off. La montée, on sait qu'on l'a vu les années précédentes, c'est compliqué parce qu'il ne suffit pas d'aller en play-off, il faut ensuite gagner en play-off. Donc ça serait une deuxième chose. Par contre, pour les play-offs, clairement, oui, parce que le haut de cette poule est très resserré. Orthez a qu'une seule victoire d'avance au final. Elles se sont inclinées ce week-end. Donc montre aussi que même elles ne sont pas intouchables. Donc tout le monde peut avoir, à mon avis, dans les 5 de tête, tout le monde peut se qualifier. Ouais. Gros boulot quand même de Mike Corté sur une équipe quasiment entièrement remaniée sur son 5 de départ. Hein. Ouais, surtout qu'il avait une équipe plutôt performante, très performante la saison dernière, avec des joueuses d'expérience comme Charline Fréminet ou encore Guy Demendi. Le fait d'avoir perdu ces joueuses-là a été compliqué, mais finalement, pas tant que ça, puisqu'ils performent au même niveau, un peu moins que la saison dernière en début de championnat, puisqu'on se rappelle du début de championnat un peu exceptionnel du BCTM la saison dernière. Mais au final, là, ils se replacent clairement dans la course avec cette 2e place. Ouais. Alors, on va maintenant passer aux choses qui fâchent. Et on va parler du pays Voironnais Basket Club. Ils ne sont pas en forme, nos petites Voironnaises, hein, mon petit QR. Hein. On a quelques images du match qu'on peut mettre pendant que tu nous racontes. Elles étaient en déplacement, alors certes, difficile à Villeurbanne. Ça s'est quand même pas très bien passé. Ouais, malgré un début de match catastrophique avec un 16-4 sur les premières minutes et contre une grosse écurie de la poule, ça pardonne pas. C'est un petit peu un PVBC à 2 visages qu'on a sur cette saison avec de très bonnes performances sur certains matchs et surtout un très beau visage, notamment la semaine dernière contre le Centre Fédéral. Malgré l'adversaire un petit peu réduit que peut être le Centre Fédéral, il y a quand même une belle performance réalisée. Et là, malheureusement, un tout autre visage pour les Voironnaises. Et au final, l'addition est salée avec moins 30 quand même au final. Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le coach qui disait quel match de merde, hein, on va le dire comme ça. Effectivement, le coach, on va l'écouter, Jeff Salerno également avec Gaël Deborde. Ah bah ça, de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. De toute façon, elles n'ont plus de droit à l'erreur. Donc il fallait s'attendre à ce qu'elles mettent une grosse pression, qu'elles nous rentrent dedans. Voilà, j'avais prévenu les joueuses qu'à un moment donné, le début de match serait prépondérant. Mais encore une fois, on fait un début de match calamiteux. Donc après, quand vous êtes à 16-4, après le match, voilà, on arrive à la mi-temps, le match il est plié. Donc après, on fait une deuxième mi-temps cohérent qui ressemble à quelque chose. Mais non, le début de match est trop catastrophique. La première mi-temps, on fait trop d'erreurs, on leur donne trop de jeux rapides. Elles ont joué tranquillement. Et nous, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on joue stressé à l'extérieur. Alors que, comme j'ai dit aux joueuses, aujourd'hui, ce soir, on n'avait strictement rien à perdre. C'est Villeurbanne qui a tout à perdre. Donc il faut que les joueuses arrivent à se libérer à l'extérieur. Hein. Oui, là on a 15 jours pour se préparer contre Fétia, donc dès lundi on se remet dedans, on se concentre vraiment sur Fétia et on va tout faire pour le gagner à la maison, c'est chez nous, donc il faut gagner. Ouais, c'est une belle récompense pour moi, après il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et du coup ça met un peu plus de pression. Il faut que j'arrive à me libérer davantage en équipe 1 pour apporter ce que je peux apporter pour l'équipe et voilà. Allez, pour clore le débat sur la N1, un petit coup d'œil au classement de cette 3e division féminine avec, vous le voyez, un resserrement en tête Orthez et le basket club de la Tronche-Mélan en 2 points. Derrière, Perpignan et Limoges sont dans la charrette. Pour l'instant, Voiron a 2 victoires d'avance sur Perpignan. Un petit mot sur les garçons, puisque Grenoble, qui est monté cette année en N3, continue d'enchaîner de bons résultats. Réginald de Mouillan y était pour nous. Une victoire ouais, au courage, une victoire comme je les aime en fait à l'ancienne parce que Menton ils sont venus pour nous marcher dessus et on s'est laissé marcher dessus pendant une bonne mi-temps avant que les joueurs aient une belle réaction d'orgueil et à partir du moment où c'est eux qui leur ont marché dessus, on a inversé la tendance, les arbitres pareil ils sifflent toujours dans le sens du vent un petit peu mais ouais une grosse intensité défensive parce que pour les laisser à 52 points c'est quand même une belle perf et surtout que eux ils ont un gros effectif, ça tourne, ça presse sans arrêt, donc ouais, c'est vraiment un énorme match même. C'est très rare que je leur dise bravo, mais là je leur ai dit bravo là.
Ouais, c'était pas le match le plus beau à voir, je pense, pour les spectateurs. Ça a maillotché dans tous les sens, mais celle-là, elle fait du bien. On est allé la chercher avec le cœur, le courage, donc franchement, ça fait plaisir. C'était pas gagné d'avance, on était un peu en difficulté en plus, donc on est vraiment allé la chercher, c'est cool. Ouais, nos tic et tac là, de l'équipe, ils sont pas mal, hein, le Grenoble Basket. On a le classement également, QR, que tu peux peut-être un petit peu commenter. Ouais, un classement où Grenoble figure à la 4e place avec 8 victoires pour 5 défaites. À 9 journées de la fin, c'est vrai que cette poule de National 3 est quand même assez compliquée à pronostiquer sur la fin. On rappelle qu'il y a les 3 derniers descendent en pré-national et que le premier seulement monte. Sur la première place, Laravoire-Ex-Venelle, ça paraît quand même très costaud. 2 grosses victoires pour eux ce week-end. Ça va être dur d'aller les chercher. Mais par contre, derrière, il y a quand même 5 équipes qui sont sur cette dernière place. Et avec seulement 5 victoires pour 8 défaites, c'est très serré entre toutes ces équipes. Mais attention, parce que le basket grenoblois qui est en train de renaître un petit peu de ses cendres, voilà, on en reparlera, mais il y a peut-être de belles choses qui se profilent. Allez, on va parler un petit peu d'un autre ballon rond, celui du foot, et je me tourne vers toi, Valentin, et vers toi, Clément. Le Grenoble Foot 38, les amis, qui était leader, qui s'est imposé chez l'ancien leader, hein. Ben, il s'est rétamé à domicile contre l'avant-dernier. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Clément ? Ils ont confirmé surtout leur difficulté à domicile dans leur stade des Alpes. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont premiers à l'extérieur avec un nombre de victoires impressionnant. Mais à domicile, c'est beaucoup plus compliqué. Ils jouent notamment contre des équipes qui jouent regroupées derrière. Et donc, Grenoble ne sait pas tout le temps bien faire le jeu et donc a des difficultés dans son antre. Valentin, quand même, hein, s'imposer chez leader, perdre à domicile contre le dernier, ça fait le gouffre, hein, quand même. Là, on est sur un grand écart. Ouais, on est sur un grand écart. C'est toute la problématique du GF38 cette saison, cette incapacité à prendre des points à domicile, à se faire respecter au stade des Alpes. Ça marche mieux à l'extérieur. Il va falloir corriger ça si le GF38 veut espérer tout simplement monter en Ligue 2. Allez, les images et le résumé commenté par la team LFD, bien entendu, pour la FFF TV. Sur le côté gauche avec la remise. Pour l'instant, l'action est magnifique. Attention, peut-être le tir. Oh là là, le but! Quel but, Dimitri! Parti quasiment de camp boulonnais. On a remonté tout le terrain. Le 1 de finale. L'extraordinaire but de Boulogne. Quelle construction! Ah, on a un petit peu trop tergiversé, mais on a quand même remis. Oh là 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 là, la belle frappe. Plus est. Attention, le centre là. Ouh, déséquilibre dans la surface. Et le penalty sifflé pour Boulogne. Un petit peu à la stupeur générale ici. Et carton jaune derrière pour le Grenoblois. Abou Demba. Attention, on connaît face à Brice Maubleu. On bouge pas du côté de Brice Maubleu. Koné, le contre-pied parfait. Florian Sotoka qui là quand même arrive à se retourner et à faire ses beaux ballons peut-être. Oh là 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 là, l'action de but. Et le manqué énorme pour Lakhdar Boussa. Attention, c'est pas terminé. La frappe qui s'envole. 2 buts marqués par l'inévitable Youssoufou Niakate et Ahmed. Et les buts de Victor Borges de la tête. Pouvoir dégager. Floris Aubin regarde son chronomètre. Ah oui. Et c'est terminé ici du côté de Grenoble. La victoire de Boulogne. Ouais, la victoire de Boulogne, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, Max, pendant qu'on voit le classement un petit peu de cette 3e division de ce National 1, tu as quelques infos à nous donner en plus. Ouais, parce que le GF, ça faisait 5 matchs qu'ils n'avaient pas encaissé de but. Ils restaient sur une bonne dynamique. Et ça faisait aussi 9 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Donc là, un petit coup d'arrêt, espérons que ça soit juste un petit accident. Et on le voit au classement, hein, Grenoble qui rétrograde à la 3e place, synonyme de barrage avec la Ligue 2. Cholet est derrière, il y a un petit match là quand même, hein, pour le GF38. Attention quand même. Allez, on va passer sur un autre match de Grenoble. C'est l'équipe B de Grenoble qui jouait contre nos amis de Salaise avec la caméra d'Anthony Fesneau-Girard. Maintenant, je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée parce qu'on a assez largement dominé, en tout cas dans la possession. Même si tu l'as dit, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions nettes, en tout cas en première mi-temps. Mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est logique. Et on a su préserver notre but et on savait qu'on aurait des situations. On en a eu une énorme. Malheureusement, le gardien, pour nous, fait un arrêt déterminant et sur le contre, c'est eux qui couvrent le score. Donc c'est très frustrant.
très très frustrant et ça a été très dur dans les têtes à ce moment-là. Bon, ils marquent un deuxième but, on a dû un peu plus se livrer, ils ont eu plus d'espace. Ils marquent un deuxième but, je dirais peut-être limite un peu logiquement, mais on a eu le mérite de rien lâcher, de revenir tout de suite au score et d'exister jusqu'à la fin du match. Malheureusement, on n'a pas su se procurer d'occasion ou de situation pour marquer sur les 10 dernières minutes. Ouais, c'était le GF38B contre Salaise. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, pas d'invité. Donc, on va prendre le temps de parler, de vous montrer les images. C'est toujours appréciable. On va parler maintenant d'un sport qui est en difficulté du côté de Grenoble. En difficulté, un club qui essaye de résister, mais qui a vécu de belles années d'ailleurs. Le Grenoble Volley Université Club, anciennement l'AS Grenoble. Mon cher Clément, tu en es le commentateur, mais du coup, je passe la parole à Valentin parce que tu étais en repos, rappelons-le, Clément. Valentin, tu as commenté pour nous ce match ce week-end. Le GVUC s'est imposé 2 fois de suite. Le GVUC s'est imposé 2 fois de suite. Une première fois dans la semaine dernière, c'était contre Arnes, une victoire dans la difficulté en 5-7. On a quelques images pendant que tu parles qui pourront nous illustrer tes propos. Et donc ça, c'était ce week-end contre Caudry. Caudry qui eux se sont inclinés 3-7-0. Un match très important pour le GVUC qui se replace dans la course au play-down face à un concurrent direct. Oui, parce que Clément, maintenant, on peut le dire, l'objectif c'est le maintien. Bon, cette deuxième victoire, les place quand même correctement. Ils les placent même en très bonne position, puisque là, avec cette victoire, ça leur fait 3 victoires sur des concurrents directs, ce qui est quand même très positif. Ils ont 8 points sur les play-downs, donc ils sont plutôt bien partis, ils se sont remis dans une très bonne position. C'est acquis ou pas encore le maintien? Non, c'est loin d'être acquis. Il y aura donc les play-downs avec 2 fois 4 matchs à jouer contre les équipes de l'autre poule. Et les équipes de l'autre poule, c'est aussi très serré et ça va être serré, je pense, jusqu'au bout. Tu nous as fait un petit classement d'ailleurs, je crois, mon cher Clément. Classement de cette poule élite, la 3e division du volley français. Grenoble qui est du coup dans les 4 derniers. Voilà, dans les 4 derniers. Mais ce qui est à noter pour les play-downs, c'est que Charenton déjà est loin devant maintenant, puisqu'ils ont gagné que contre des concurrents directs. Derrière, on a Caudry et Arnes qui sont un petit peu plus en difficulté, mais Grenoble Volley, donc avec 3 victoires, 2 contre Arnes et 1 contre Caudry, est en bonne position. Par contre, tu peux garder la parole parce que celle qui cartonne du côté du volley, c'est les filles, et les filles de N3 et les filles U20. Oui, avec donc ce week-end, c'est un bel exploit qu'elles ont réalisé les filles en moins de 20 féminines. Donc c'était la Coupe de France. Le 4e tour, elles jouaient à un plateau très relevé contre Clamart, qui est une équipe qui a beaucoup de joueuses en 2e division française. Grenoble est en bleu. Voilà, et contre Besançon. Et c'est une équipe avec une génération, on va dire, un peu dorée, parce qu'on a 2 joueuses qui sont en équipe de France. Léa Rataeri, qui est en jeune en U18, et Clémence Vira, qui est en beach volley. Et c'est une équipe vraiment qui peut aller très loin, et elles sont proches des phases finales. Ouais, tu nous as même fait un classement U20. On n'a jamais autant parlé du U20 féminine de volley depuis que Clément traîne du côté du gymnase Malherbe. On finit les magnifiques photos de Laurent Lardière, voilà. Avec la qualification pour le 5e tour, Clem. Voilà, exactement. Donc on voit les 2 victoires contre Besançon et contre Clamart, et un 5e tour qui risque d'être compliqué. Elles se déplaceront à Paris pour jouer Paris Amical et Niort. Est-ce que Romans ne s'est pas qualifié également dans cette même compétition U20 féminine? Exactement, Romans, les filles qui ont aussi une génération dorée, qui avait été finaliste la saison dernière en moins de 17 ans. Les filles de Claude Mignasabal, ancien coach du FCG et joueur surtout au FCG. C'était un numéro 10 qui avait un sacré coup de tatane. Allez, on passe au hockey sur glace pour terminer cette première partie. Les Brûleurs de Loup. Qui veut prendre la parole sur les Brûleurs de Loup? En tout cas, les Brûleurs de Loup qui se sont rattrapés de leur défaite chez le dernier Strasbourg. QR, ils se sont imposés plutôt facilement à la maison contre Amiens. Ouais, une belle victoire et qui les replace un petit peu dans ce championnat, même s'il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur les équipes qui arrivent derrière. Il y a plutôt de l'avance pour les Brûleurs de Loup pour le moment. Mais malgré tout, il y a quand même 4 points de retard sur Rouen. À 7 journées de la fin, ça reste important. On sait que la première place est importante pour les playoffs, pour arriver à recevoir à domicile lors d'une éventuelle finale. Alors on le sait, c'est une saison un peu à rallonge pour le hockey français. 44 matchs de saison régulière.
on s'en sort pas quand même. C'est long. C'est long, il faut le dire, c'est long. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est long et à l'image un petit peu des sports américains, parce que c'est un petit peu pareil sur la NHL et la NBA. Tous les matchs ne sont pas tous très intéressants parce que forcément, il y a besoin pour certains joueurs de se reposer. Les joueurs majeurs notamment, on ne peut pas faire une saison complète. Et donc, du coup, c'est vrai que certains matchs, des fois, sont un petit peu biaisés par ça. Coup d'œil sur le classement des brûleurs de loups de Grenoble qui sont deuxième, donc derrière Rouen qui a pris un petit matelas d'avance. Derrière, c'est également serré pour la 9e place entre Épinal et Nice. Le trou est fait avec Angers qui est 7e. L'autre classement, mon cher Clément, c'est Villars. Villars qui a enchaîné une 2e victoire consécutive et qui remonte un peu au classement de Division 2 de hockey sur glace, 6e. Ils ont pris leur revanche sur les Grizzlies de Vaujany, une victoire facile. Et donc l'équipe de Villars qui est maintenant 6e du classement et qui est en bonne position. Effectivement, Clément, une belle victoire à Vaujany, comme on dit. Allez, on se donne un petit fou rire collectif, c'est pas très grave. Hein. C'est le début de l'année, il faut bien qu'on commence par les bonnes choses. On se donne rendez-vous dans quelques secondes et on va entamer la partie rugby. Il y a beaucoup de choses à dire de la Pro D2 à la Fédérale 3. À tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau de LFD Le Mag numéro 58 et on va entamer la grosse partie rugby avec mon ami Maxime Tézier qui était en multidesk, c'est comme ça qu'on dit chez LFD. Tu as suivi tout ce week-end, à commencer peut-être déjà dès jeudi par la petite grosse défaite du FCG. Ouais, le FCG qui malheureusement n'arrive pas à convaincre son public. Ouais, on a quelques images du FC Grenoble Rugby qui s'est incliné, effectivement. Si les images, voilà. Le FCG qui s'est incliné. C'est de plus en plus compliqué. Hein. Là, c'était un match contre Biarritz dans le derby ex-Sogetti. Et Grenoble confirme qu'il se déplace mal. Valentin, qu'est-ce qui arrive au niveau du FCG? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est compliqué, il y a eu un gros turnover entre toutes les équipes alignées sur les différents matchs. 10 changements qui avaient été opérés entre le match et la victoire compliquée du FCG au Stade des Alpes contre Nevers et cette défaite compliquée à Biarritz. Les Grenoblois qui ont tenu une mi-temps. Là, on voit l'essai de Lucas Dupont qui a permis à Grenoble de se rapprocher au score, mais derrière la Furia Biarrot s'est mis en marche et les Grenoble n'a rien pu faire. Et Val, Grenoble va commencer à devoir regarder dans son rétro parce que ça commence à pousser un petit peu au portillon derrière. Notamment par Biarritz, tout simplement, qui revient au classement. Tout simplement, la course aux phases finales n'est pas assurée pour les Grenoblois, eux qui avaient fait une première partie de saison remarquable. Et en ce moment, ils sont dans le dur. Et Béziers, Biarritz et Coulommiers reviennent très fort derrière. Allez, on va voir le classement de cette Pro D2. Le classement de cette Pro D2, voilà, on va peut-être... ici avec Montauban qui est en tête devant Mont-de-Marsan, Perpignan, le FCG qui a rétrogradé à la 4e place, juste derrière Biarritz 55 points, Colomiers qui est à 6 points seulement, Béziers qui est à 9 points. Il y a un vrai resserrement sur les 7 premiers. On descend d'une division et on part en Fédéral 1, puisqu'il ne faut pratiquement plus parler de la Fédéral 1 élite, c'est un championnat haricot, puisque sur les 11 équipes, 5 ont le droit de monter, 3 vont être rétrogradés, 19 ne sont plus autorisés à jouer. Enfin bref, c'est un peu le Bronx au niveau de la Fédé. Mon cher Clément, on parle de Vienne. Vienne qui fait une plutôt bonne saison en Fédéral 1. Oui, en Fédéral 1, Jean Pras, cette équipe de Vienne qui cartonne et qui a malheureusement fait match nul ce week-end contre Yerkarkiran. C'est le premier accro, on va dire, à domicile dans leur rentre. Mais malgré tout, ils sont toujours 3e et bien positionnés pour les playoffs. On a la réaction des coachs, notamment apportée par Sébastien Chanov. Oui, on les prend et on va pas faire la fine bouche parce que, comme tu l'as dit, au vu du scénario du match, ça aurait pu mal tourner pour nous. On fait une bonne première mi-temps, mais on n'arrive pas à marquer, on marque que des points au pied. On a eu des longues possessions dans leur 22 qu'on concrétise pas. Et derrière, fin de match très compliqué, beaucoup sanctionnés. Et ils ont trois tentatives pour passer devant et les 3 à côté, dont une
On se demande encore où elle est passée. Mais bon, on va pas s'en plaindre, tant mieux pour nous. Ouais, mais on perd 2 points quand même. Voilà, même si c'est vrai, comme on l'a dit avant, on a l'impression qu'on gagne 2 points sur la dernière action. C'est jamais bon même de faire un nul à la maison. On voulait tout gagner à la maison. Mais là, c'est plus le cas. Donc il faut vite se remettre à l'endroit là pour la semaine prochaine. On reçoit Grasse. Voilà, ça va être encore très compliqué. Ils annoncent encore des conditions pluvieuses contre un gros pack encore. Donc à nous de bien préparer ce match. Corentin Durand et Greg Puyot, l'ancien bergalien au micro de Sébastien Chanov. Vienne qui est plutôt pas mal. On va voir le classement de cette Fédérale 1 qui va s'afficher. Voilà, classement dominé par Nîmes devant Mâcon. Vienne remonte à la 3e place et pour l'instant peut aller jouer les phases finales de ce trophée Jean Prat. On va partir maintenant sur la Fédérale 1 élite, la fameuse, celle que je vous ai dit qu'on squeezait, mais on va quand même en parler un tout petit peu puisque Valence Roman a fait quand même une petite perf en allant s'imposer du côté de Bourgoin-Jallieu. Et voilà, ils ont gagné. C'est la première équipe à faire tomber les CSBJ dans leur entre de rajon. Une victoire 19-9 à 14 contre 15 pendant plus d'une heure avec un essai exceptionnel de Charles Reinhardt. Cette équipe du Verder, même si elle n'a plus rien à jouer, est quand même performante avec notamment un Lucas Chouvet qui a fait un récital au pied. Ouais, on le voit. Mais bon, on a du mal quand même à s'extasier devant une victoire entre 2 équipes qui de toute façon n'ont pas le droit de jouer la montée. C'est un peu triste, on en avait parlé la semaine dernière. C'est dommage parce que du coup, Valence Roman faisait une bonne saison, Clément. Et là, elle confirme quand même ses bonnes dispositions. Mais c'est vrai que maintenant, on voit les équipes qui vont jouer les playoffs, qui cartonnent tout sur leur passage. Des équipes qui sont en difficulté au niveau financier, etc., qui ont un peu plus de mal. On pense notamment à Limoges qui est en grande difficulté depuis quelques semaines. Allez, le classement Saint-Hubert 41, c'est-à-dire le classement pour du beurre, il arrive de la Fédérale 1 élite. Si on l'a pas, peut-être qu'on l'a pas. Bah, c'est pas très grave. Ah oui, c'est parce qu'il y avait les réactions. Moi, c'est pas grave. Les classements d'abord, où on voit que Valence Roman a une 5e place devant Chambéry, dont on vient d'annoncer la potentielle relégation en Fédérale 3, en Fédérale 2, ce qui est déjà pas mal. On va du coup passer aux réactions parce que Jeff Cooks, si je n'en parle pas, les Vinois ne seront pas contents. C'est Jeff Cooks qui était au micro cette fois de je crois Sébastien Chanov, toujours Sébastien Chanov, l'immense Sébastien Chanov. Ouais, ils ont dû certainement mettre les bons ingrédients, notamment je pense dans la stratégie où ils ont vraiment joué juste en mettant sans arrêt la pression sur nous avec des chandelles, des ballons hauts, de la guerre au sol, voilà, avec une touche qui a été bonne aussi de leur côté. Voilà, ils ont mis les ingrédients qu'il faut pour ce rugby d'hiver où on sait que ça se joue dans le combat et dans l'engagement, quoi. Voilà. Nous, je pense que stratégiquement, on est un cran en dessous aujourd'hui et c'est net. Et c'est ce qui nous coûte le match, quoi. Satisfaction, ça n'a pas été un grand match. Ça n'a pas été un grand match, mais voilà, les mecs sont donnés à fond. On a été réduit à 14 très vite à la 25e minute. Et on peut dire que c'est vraiment un gros match de notre part avec une grosse envie, une grosse détermination contre une équipe qui n'avait pas encore perdu à la maison et qui avait fait tomber tous les gros. On descend encore d'un cran, Max. Vinet qui s'est imposé en match en retard en Fédéral 2. Ouais, c'est ça. En fait, Vinet, ils sont allés chercher... ils ont accueilli sur leur pelouse Montmélian. Un derby. Ouais, c'est ça. Montmélian qui était assez mal classé dans cette poule. Il faut savoir que Vinet, ils avaient perdu déjà leurs 2 matchs en 2018. C'était 2 matchs à l'extérieur, contre Saint-Priest et Annecy. Et là, ils ont renoué avec la victoire avec un grand Vincent Magalon au pied, notamment. Un grand Vincent Magalon qu'on félicite. Autre match dans cette poule, il était attendu, le derby entre Voiron et la Bièvre, les Castors de la Bièvre, qui recevaient dans un match hyper important pour leur maintien. Ils venaient de s'incliner du côté de Pontarlier. Voiron, le leader incontesté voironnais. Les Voironnais qui ont commencé très fort le match avec un essai de Amoré qui a tout simplement traversé le terrain. Et puis, et ben voilà, du côté de la Bièvre, on est très fort devant depuis l'an dernier et on l'a confirmé avec 2 essais d'avant, avec des ballons portés importants. La Bièvre qui prend une victoire, Clément, ultra importante, on le verra un petit peu après au classement. Et puis surtout, voilà, ils font tomber le leader. Ils font tomber le leader et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, mais cette équipe de la Bièvre, elle confirme sa bonne forme. Ils étaient allés gagner
Et enfin, ils étaient allés chercher un point de bonus défensif rageant à Pontarlier. Et là, ils font tomber pour la première fois un gros dans leur stade de la Daller. Et c'est vraiment très positif pour la suite, avec notamment des retours, notamment celui de Igor Mozik qui fait un très grand bien à cette équipe. Oui, alors qu'il y avait 2 absents de marque du côté de la Bièvre, puisque Alex Pollard n'était pas là, le capitaine, ni Nicolas Carmona, l'autre capitaine. Hein. Le classement à venir de cette Fédérale 2, avec Voiron toujours en tête, puisqu'ils étaient bien en avance devant Saint-Priest, Rumilly et Annecy. Derrière, Villefranche et Montmélian qui ferme la marche. C'est quand même serré, hein, puisque Pontarlier, la Bièvre, voire même Bellegarde, n'ont au maximum que 5 points d'avance. À noter quand même le prochain déplacement de la Bièvre à Annecy. Ça va être compliqué. Allez, on descend maintenant encore d'un cran en Fédérale 3. Et alors, je regarde, parce qu'en Fédérale 3, on en a des matchs, je me suis perdu. Et on va partir du côté de Renage-Rive, dont les photos de Laurent Lardière nous font revivre un peu la rencontre, qui s'est imposé, Maxime, contre l'Asmida. C'était le 4e qui recevait le 3e, et ils se sont imposés, mais alors correct. Ouais, c'est ça, Fanny, comme on peut dire. Rive-Renage, on les attendait costauds, mais moi, personnellement, je les voyais pas autant briller, et félicitations à eux, ils peuvent regarder vers le haut, et c'est tant mieux pour eux. Ah oui, ils sont maintenant 3e, ils prennent un petit peu d'avance sur Iso, hein, qui s'est quand même imposé contre Cessin à domicile, mais surtout ils mettent l'Asmida derrière. On va écouter les réactions recueillies par Réginald Mouillant du côté du stade du Levatel de Rive avec Simon Bouet et Valérie Marzolo. C'était un match décisif pour la deuxième partie de la saison, pour la qualification. Là-haut, on a regretté un peu notre défaite de 2 points alors qu'on était là, on a fait plusieurs erreurs. Mais là, cet après-midi, il n'y a rien à dire. On a été présents en défense, en attaque, devant, derrière, en touche, en maul. Ils n'ont pas vu le jour et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais c'est une bonne après-midi. Elle est là, la bouée, elle est là! Voilà, on savait que ce serait difficile. C'est une équipe qui était 3e, qui a toujours fait des résultats à l'extérieur. Voilà, qui lâche jamais rien, qui envoie du jeu normalement. On avait axé notre semaine sur la défense, parce que voilà, si on voulait exister dans ce genre de match de haut de tableau, il faut être efficace en défense. Ouais, c'est une grosse déception, on voulait vraiment faire quelque chose, on n'a jamais réussi à mettre en place ce qu'on voulait faire. Donc on est frustré parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait notre match de rugby. Donc c'est une grosse déception, oui. 8 victoires en 9 rencontres pour Renage, qui avait mal débuté le championnat, hein, 1 victoire et 3 défaites, et qui du coup s'est bien repris. À l'inverse, mon cher Valentin, de nos amis pontois, les Pontois qui sont leaders des bonus défensifs. Exactement, oui. Ils ont enchaîné un 7e revers consécutif hier sur leur pelouse contre Tintournon, sur une pelouse très compliquée, hein, puisqu'il avait plu dans l'agglomération grenobloise. Et on le voit à l'image, effectivement, c'était boueux. C'était très boueux, effectivement, mais pour corroborer tes propos, n'est-ce pas, là, sur les 7 dernières défaites, ils ont pris 6 bonus défensifs. Là, hier, c'était encore le cas avec une défaite 24-20 contre le leader quand même, Tournontin. Ils ont fait une belle opposition. Ils menaient 13-12 à la 65e, mais malheureusement, c'est un peu le problème de cette équipe de l'US de Pont qui se met un peu au niveau de ses adversaires, mais un cran en dessous. Du coup, ils font des bons matchs, mais ils ne ramènent jamais les 4 points. Et il va falloir quand même eux aussi qui regardent dans leur rétroviseur. Pourquoi ? Parce que on va dire que les places qualificatives sont maintenant beaucoup trop loin, on va le voir sur le classement. Par contre, derrière, ça se rapproche tout doucement. Alors il y a encore un petit matelas, mais mon cher Val, les Pontois, s'ils n'alignent pas des points rapidement, ils vont s'inquiéter sur la fin de saison. Effectivement, les bonus défensifs, c'est bien joli, ça fait avancer, mais ça ne fait pas avancer autant que les principaux concurrents de derrière, tout simplement, avec notamment la Tour du Pin, Beaurepaire. On va le voir, hein, parce qu'effectivement, alors là, on voit les essais d'avant, parce que c'était un bon vieux match de rugby d'avant. Hein. Là, ça a surtout joué devant. Si on monte en région, on peut même directement balancer le classement de cette Fédérale 3, mon cher Valentin. Voilà, où l'on voit que Tournon est en tête largement devant Saint-Marcelin. Derrière, 3 équipes pour la 3, 4 et 5e place, Renage, Iso et l'Asmida. Là, il y a un énorme ventre mou, puisque du coup, il y a quasiment 12 points d'écart avec le 6e. Et puis, cette fin de classement, c'est qui est encore en vie, 10 points. RCVT, 16 points. Beaurepaire, 18. Saint-Jean de Bournay, 22. Ampuis, 23. L'US de Pont, 23. Moins de 2 victoires d'avance.
attention, danger quand même. Ah, attention, danger, oui, on l'a déjà dit depuis quelques semaines déjà que pour l'US de Pont, c'est très important d'inverser cette tendance. La semaine prochaine, un déplacement contre Ampuy, avec qui ils partagent la 7e place au classement avec 23 points. Ça pourrait être le match déterminant, charnière, pour voir dans quelle catégorie ils vont se placer, s'ils vont partager le ventre mou avec Avenrock 15 ou si vraiment ils vont lutter jusqu'au bout pour assurer leur maintien. Max, autre résultat peut-être dans cette Fédérale 3 ? Bah, c'est ça, la Lanterne Rouge qui se déplaçait à ISO. Ils ont perdu malheureusement 24-7. Ils ont perdu 24-7 avec un premier essai de pénalité à la première minute. C'est quand même pas courant. C'est ça. Ça aide pas. Ouais, c'est ça. Et puis un petit clin d'œil aussi à Ludovic Genin, qui a été, ancien Varassien d'ailleurs, qui a été le bourreau de Cessin hier. Et à noter aussi la grosse victoire de Saint-Marcelin contre Rhône 15, où ça a tourné en autre boudin. Et Saint-Marcelin, c'est impressionnant quand même, hein, Max, parce que promu d'honneur à Fédéral 3, on pensait que sur la dynamique, ça c'était bien en début de saison, mais il continue à performer. Il continue parce que le groupe, avec les départs qu'il y a eu, ils ont su se renforcer en fait avec les clubs qu'il y a eu aux alentours. Ils ont gardé vraiment la même ossature, ils ont gardé tout ce qui est les hommes forts, Maillet, Gonnet, et puis après on a toujours des arrières compétents, Acquisto, Gerin, Pachot qui font le boulot, et puis des avants conquérants, donc ça marche. Et puis là, ils ont encore gagné 36-8. Un très gros boulot de Fred Jeval, qu'on embrasse bien entendu, notre ami Fredo. Allez, un petit peu de rugby féminin, mon cher QR, puisque les Amazones, elles ont gagné et elles continuent à gagner. Non, je plaisante. Je passe la parole plutôt à Clément. Hein. Clément, les Amazones qui continuent de gagner. Hein. Et les Amazones qui sont toujours invaincues dans ce championnat d'Armel Auclair. Elles sont maintenant largement leaders de ce championnat. Elles ont gagné contre Rouen ce week-end et ça continue de bien marcher. Elles sont maintenant seules leaders. Elles se placent très bien pour la suite. On va le dire franchement, maintenant les Amazones, l'objectif c'est de monter. Là, il y a une équipe quasiment qui est taillée pour la montée. On se rappelle quand même l'an dernier, les gars... les Amazones, elles ont été invaincues toute l'année et elles se sont inclinées sur la finale d'accession, Clem. Et c'est peut-être ça aussi qui va leur servir pour cette année, pour acquérir cette montée. Et après, cette équipe des Amazones, elle va tourner, on va dire, elle va jouer contre des équipes dans l'autre poule qui vont être aussi très compliquées, puisqu'on va jouer contre les équipes du Sud-Ouest, mais avec des internationales. Les filles du FCG sont c'est dur aujourd'hui. C'est toujours dur de reprendre après 2 jours de repos. Bien entendu, pas bien mérité. Le classement des deux féminines, les Amazones largement en tête devant le Stade Français, Caen et Lyon. Derrière, Rue ferme la marche avec 3 points devant Chilly, Nanterre et Rouen. Allez, on va passer à l'agenda de la semaine prochaine. On va commencer par du basket, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec la Coupe de France féminine, le BCTM à Lons-le-Saunier et la Quentin. Tu peux avoir la parole pour de vrai. Un match plus important qu'il n'y paraît parce que la Coupe de France peut rapporter des points au championnat. C'est une des spécificités du basket. Ouais, c'est une des petites nouveautés que nous a sorti la Fédé il y a 4 ans maintenant. C'est une petite particularité pour redynamiser la Coupe de France qui perdait un peu de son charme du côté du basket. Ils ont choisi de bonifier les victoires. Et un déplacement pas si facile qu'il n'y paraît pour les joueuses du BCTM, malgré les divisions d'écart. C'est toujours compliqué d'aller jouer dans des petites salles comme ça et dans des clubs un peu plus... Mais du coup, ça peut valoir le coup parce que si, par exemple, le BCTM va en finale de cette Coupe de France amateur, hein, puisqu'elle réunit tous les clubs amateurs, elles pourront gagner jusqu'à 2 points au championnat, sachant qu'elles ont qu'un point de retard, j'arrive plus à parler, elles n'ont qu'un point de retard sur le premier. C'est ça, ouais, il y a un point qui est distribué dès les 8e de finale, et puis un point qui est, si je ne m'abuse, distribué à partir des demi-finales, pour les entrants en demi-finale. Exactement, merci Quentin pour cette rapide intervention. La suite de l'agenda avec du hockey, et le hockey qui revient sur le sport dauphinois, puisque Gap BDL et BDL Chamonix, les 2 matchs seront commentés. Quentin, on y sera avec également Yevgenia, Villard-de-Lans, Montpellier à suivre, tout comme Chambéry-Vaujany. Ça, c'est pour la D2 masculine. La suite de l'agenda avec du footé, le GF38 qui va aller chercher, pourquoi pas, sa place en 8e de finale de la Coupe de France. C'est complètement jouable du côté de, comment on appelle ça, Clément ? Bichheim, il faut bien le dire correctement.
le GF38 féminin, toujours qualifié également, qui jouera lui contre Rodez, une bonne connaissance des garçons. En hand, c'est la reprise du championnat, le GSMH Duc recevra Strasbourg et Grenoble en volée, le centre fédéral. Enfin, je termine avec le dernier panneau, Grenoble-Perpignan. Ouh là là là, il va être très compliqué. Alors, c'est pas vendredi, je crois qu'il est jeudi. D'ailleurs, le match il a été avancé à jeudi. En Fédéral 2, Rumilly-Yvinet, Voiron-Pontarlier, Annecy-la-Bièvre. En Fédéral 1, VRDR, Rouen pour du beurre, CS Vienne, Grasse, pas pour du beurre. En Fédéral 3, Tournon-Renage, Ampuy, l'US de Pont, Saint-Martin-Iso, Cessin, RC, Saint-Jeannet. On est quasiment dans le timing pour vous montrer le dernier dessin de Germs qui est allé puiser dans les références de Highlander. Il n'en restera qu'un. Ben non, en Fédéral 1, il n'en restera que 5. 5 clubs sur 11 comme nous en avons discuté. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. Quentin, on te laisse aller à l'entraînement où tu vas te faire engueuler parce que tu es en retard. Valentin, allez te coucher parce que tu n'as pas beaucoup dormi. Maxime également. Et toi Clément, de retour à Vaugénie. Exactement. On va travailler un peu. Allez, ciao ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.